Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs du Collège de France, bienvenue à la 6e séance de notre cours Histoire mondiale du Louvre. Dans ce cours, comme je l'expliquais dès l'introduction, j'essaye de euh, proposer des éléments pour une histoire relationnelle du Louvre, histoire relationnelle qui est une histoire des relations de l'institution Louvre avec le monde, mais qui est aussi une histoire des relations entre nos différents cours. Et peut-être pour rendre évident ce type de relation, j'aimerais attirer votre attention sur le genre de liens qui peuvent se créer au fil des leçons et que l'histoire du Louvre, que le Louvre lui-même invite à élaborer. Je voudrais mettre en évidence ce type de relation en créant un parallèle entre notre dernière leçon, le Louvre et la Bible, celle qui l'avait précédée 2 semaines avant, intitulée Regard, consacrée aux visiteurs au pluriel du Louvre, et la seconde qui était consacrée au lieu. Souvenez-vous, la semaine dernière, lorsqu'il a été question du Louvre et de la Bible, nous avons évoqué l'histoire du code Hammurabi. La notoriété de ce code est immense. En 2007, le journal Le Monde écrivait à son propos, ou citait à son propos, un professeur du Collège de France, Lionel Marty, qui disait la chose suivante: c'est parce qu'il était déjà à l'époque digne d'être pris comme butin que le code d'Hammurabi est aujourd'hui au Louvre. C'était une allusion au fait qu'il avait été trouvé à Suse, en un lieu dont il n'était pas originaire, où il avait été apporté comme trophée dans l'Antiquité assyrienne, et il précisait, ou l'article précisait, s'il était demeuré entre le Tigre et l'Euphrate, où les Britanniques ont longtemps gardé la haute main sur les missions archéologiques, le célèbre monument d'Hammurabi, 6e roi de Babylone, aurait plus sûrement fini son histoire au British Museum. Donc, relation de concurrence entre le Louvre et le British Museum, notamment au XIXe siècle, car, on s'en souvient, ce code d'Hammurabi a été trouvé lors d'une mission commencée en 1897 par Jacques de Morgan. On avait regardé la semaine dernière la chronologie de l'histoire de la formation du département des Antiquités orientales. On s'était donc arrêté sur cette année 1897, sur les débuts des fouilles de Suse par Jacques de Morgan, que vous voyez souligné ici sur ce long tableau. Et si on continue de faire défiler l'histoire du département, on s'aperçoit que 100 ans plus tard, en 1997, c'est à l'occasion du centenaire du début de ces fouilles qu'avait été inaugurée l'aile dite Sackler, aile sponsorisée, donc financée par les grands industriels de l'industrie pharmaceutique, le couple Mortimer et Teresa Sackler, en commémoration des fouilles de Suse. Et souvenez-vous, dans la deuxième séance intitulée Regard, nous avions évoqué ces activistes qui, autour de Nan Goldin, demandaient que l'on débaptise l'aile Sackler. On pouvait s'interroger à ce moment-là pourquoi un sujet américain, un sujet lié à la crise des opiacés, pourquoi on venait le projeter dans un musée comme le Louvre. Mais il se trouve, et ça renvoie à notre première séance, souvenez-vous, que dès la transformation du Louvre sous Yao Ming-Pei, les autorités françaises avaient cherché le contact avec les États-Unis. Souvenez-vous de cet article du New York Times qui indiquait que la France cherchait des sponsors aux États-Unis. C'est un article de 1987 et 11 ans plus tard, le même New York Times annonçait la complétude du projet Grand Louvre, de ce grand projet extrêmement coûteux, et le New York Times précisait bien que Teresa et Mortimer Sackler avaient, à titre de philanthropiste, étaient intervenus dans la réalisation de ce grand Louvre. Donc des liens tout à fait complexes entre le Louvre et la Perse, entre le Louvre et le British Museum, entre le Louvre et les États-Unis, et puis aujourd'hui, entre les activistes et le Louvre. Voilà le genre de lien qui se crée quand on pense une histoire mondiale du Louvre. Alors aujourd'hui, on va rester dans les connexions, on retourne au 19e siècle. Je vous montre ici une carte des connexions navales des années 1850 dans l'espace méditerranéen qui va nous occuper aujourd'hui. Il s'agit d'une carte de la Compagnie générale des comptoirs levantins qui nous montre donc le capital et le commerce qui se fait dans cet espace au milieu du 19e siècle, capital et commerce doublés de forts enjeux diplomatiques et également militaires. La séance d'aujourd'hui sera consacrée principalement à l'élaboration dans cet espace du département
des antiquités grecques, étrusques et romaines, et il s'intitule « Géopolitique des fouilles ». Mais pour commencer, comme toujours, l'objet du jour, et cet objet n'est pas dans un objet, c'est une petite promenade que j'ai menée ce matin pour vous dans mon université à Berlin, université délaissée depuis plus d'1 an à cause de la pandémie, que vous voyez ici tout à fait vide, une université qui, par son architecture, est un mélange entre une reconstruction des années 70 en béton brut qui dégage une atmosphère d'opposition à l'Empire allemand, d'une part, et d'autre part, quand on rentre en son intérieur, d'une pure architecture du 19e siècle, comme vous pouvez le voir dans ce film. La grande cour vitrée de l'Université technique de Berlin est dépeuplée d'étudiantes et d'étudiants, de collègues, habités seulement par une œuvre d'art venue du Louvre, offerte en 1956 par les autorités universitaires françaises aux autorités universitaires allemandes pour fêter la réconciliation et le génie de l'Europe, selon la plaque qui y est apposée sur son socle. La troisième partie du cours d'aujourd'hui sera consacrée à la venue à Paris de la victoire de Samothrace, d'où le lien avec le Berlin d'aujourd'hui et le Louvre du 19e siècle. Et le cours sera articulé en 3 volets, intitulés premièrement « Combler les lacunes », deuxièmement « Milo » et troisièmement « Samothrace ». Pour préparer ce cours, je me suis appuyée, comme toujours, sur le 3e tome de l'histoire du Louvre dirigé par Yannick Lins, et en particulier sur l'article que Jean-Luc Martinez a consacré à l'histoire du département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Excellent article, comme tous ceux de ce volume. Et par ailleurs, je me suis appuyée sur des travaux que nous avons menés avec une équipe de collègues à la Technische Universität de Berlin, et qui ont mené à la publication de 2 ouvrages récentes intitulés Beute, butin, qui rassemblent d'une part une iconographie des translocations depuis l'Antiquité, donc la manière dont les déplacements forcés d'œuvres d'art ont été représentés depuis l'Antiquité, c'est dans le Bild Atlas ici à gauche, et une série de textes aussi qui depuis l'Antiquité accompagnent ou commentent ou justifient ce genre de déplacement. Alors, première partie, combler les lacunes. L'histoire du département des antiquités grecques, étrusques et romaines est, comme l'histoire du département des peintures, liée d'abord aux collections royales existantes en France depuis longtemps et confisquées par la Révolution française. Je vous montre ici 3 exemples, entre guillemets, typiques de ce qu'on pouvait trouver dans les collections aristocratiques et royales en France avant la Révolution française. Il s'agit de copies romaines d'après des modèles antiques, le genre de statues qui était principalement utilisé pour la décoration des palais. Celle que vous voyez à gauche est intitulée l'Hermès Richelieu et elle a appartenu donc au cardinal Richelieu. Il s'agit d'une saisie révolutionnaire. Celle du milieu est intitulée Génie du repos éternel et il s'agit également d'une saisie révolutionnaire. Elle appartenait, comme d'autres statues antiques, au cardinal Mazarin. Et le titre d'usage de celle de droite est Germanicus, Germanicus qui appartenait autrefois aux collections de Louis XIV. Comme vous le voyez, il s'agit de statues qui ont été trouvées en Italie, qui n'ont pas de provenance grecque directe, et jusqu'à la Révolution française, et même plus tard d'ailleurs, les pièces grecques venant de Grèce existent peu ou n'existent pas dans les collections parisiennes et plus généralement dans les collections européennes, à quelques exceptions près.
Au moment de la Révolution française, comme vous le savez et comme nous l'avons souvent évoqué dans cette série de cours dans les années passées, la France révolutionnaire puis impériale s'approprie des collections d'antiquités extrêmement prestigieuses, notamment celle du pape à Rome. Vous voyez dans cette caricature Napoléon posant, pour ainsi dire, comme un dieu devant la statue de l'Apollon du Belvédère. On pourrait presque parler de Apolléon. Il pose comme un dieu et présente ses collections qui se sont augmentées après la campagne d'Italie, de pièces extrêmement prestigieuses venues des collections allemandes. Vous voyez ici l'Apollon de Cassel à gauche et Laurent de Berlin au milieu. En 1815, ces œuvres doivent quitter, sont reprises par leurs propriétaires légitimes et quittent le musée Napoléon, laissant d'importantes lacunes qu'il va s'agir de combler. Je vous lis une phrase, un extrait de l'article que j'ai mentionné tout à l'heure de Jean-Luc Martinez sur l'histoire des collections. Après la restitution en 1815 de leurs œuvres à l'Italie et à l'Allemagne, Ennio Quirino Visconti, puis son successeur, le comte de Clarac, mènent une efficace politique d'acquisition pour combler les lacunes et remeubler les salles. Rachat d'œuvres de la collection Albani et des marbres de la collection Choiseul-Gouffier, etc., etc. Alors, je ne vais pas reconstituer tout ce qui se passe sous la Restauration, après 1815 donc, mais seulement faire un flash sur deux moments pour que nous ayons ensemble une perception du genre de collection venant de l'espace méditerranéen qui arrive au Louvre. D'abord, cette collection Choiseul-Gouffier, je l'ai choisie parce qu'elle a fait l'objet, ou en tout cas le transport des antiquités de Choiseul-Gouffier a fait l'objet d'un tableau, d'une aquarelle, d'une représentation extrêmement impressionnante que vous voyez ici. Il s'agit d'une aquarelle de 50 par 40 cm, assez grande, de Jean-Baptiste Hilaire, qui avait accompagné le comte de Choiseul-Gouffier dans ses voyages en Grèce. Et ce qui est très impressionnant dans cette iconographie, c'est qu'à première vue, au premier coup d'œil, il s'agit d'une vue pittoresque d'Istanbul avec ses mosquées caractéristiques et ces bateaux qui précèdent dans la perspective la ville. Et au tout premier plan, on voit une action d'embarquement de fragments antiques. Le titre nous aide à les voir, puisque le titre de ce tableau inscrit sur le cadre est « Embarquement des fragments antiques envoyés en France, recueillis en Grèce par Monsieur le comte de Choiseul-Gouffier, ambassadeur du roi près de la porte ottomane en 1789 ». Cette aquarelle est conservée aujourd'hui dans un musée d'Istanbul. Je m'appuie pour l'analyser sur l'excellent article de Sébastien Villert dans le volume Beute évoqué tout à l'heure. Et elle est très intéressante parce qu'elle donne une vision construite, paisible, pittoresque du départ des antiquités de Choiseul-Gouffier vers la France, antiquité qui avait été réunie donc lors de son ambassade en Grèce, alors ottomane, alors sous occupation ottomane. Vous voyez au premier plan quelques-uns de ces fragments que l'on peut reconnaître et dont on retrouve d'ailleurs les traces dans les collections, dans la base de données du Louvre. Je vous montre simplement à titre d'exemple ici la 10e métope du Parthénon à Athènes que le Louvre a acquise avec la collection Choiseul-Gouffier. Je vous montre ici encore un autel que l'on retrouve aujourd'hui dans les collections, originaire de Délos, et puis encore ici cette stèle, me semble-t-il aussi originaire d'Athènes, qui est actuellement en dépôt au Louvre. Ce qui est intéressant en outre dans cette représentation, c'est qu'elle semble mettre en scène une certaine passivité ou même un assentiment des personnes engagées dans le transport des œuvres. Passivité de ceux qui sont habillés en ottoman, que vous voyez sur le ponton et qui ne se préoccupent pas de ce départ en exil des antiquités grecques, mais aussi assentiment, bonne volonté des Grecs qui les portent eux-mêmes vers le bateau, tandis qu'un personnage européen monté sur une barque semble donner des ordres. Probablement que cette barque va rejoindre l'un des bateaux de guerre qui est à l'arrière-plan et qui ensuite mènera les antiquités de Choiseul-Gouffier vers la France. Ces objets, ces fragments collectionnés par l'ambassadeur Choiseul-Gouffier sous l'Ancien Régime sont mis en vente à la mort du collectionneur
en 1818, c'est-à-dire sous la Restauration, au moment où il s'agit de combler les lacunes du Louvre. Et je vous montre ici la page de couverture du catalogue de vente qui revient sur les circonstances de la formation de cette collection. Comme je l'ai souvent dit, il est extrêmement intéressant de se pencher sur ces textes initiaux et de tenter de lire à travers les dits et les non-dits quelles ont pu être les conditions d'enlèvement des pièces que l'on retrouve aujourd'hui au Louvre. Je vous lis un très court extrait de cet avertissement, un endroit où il est question des doutes ou de résistance que la population oppose à l'enlèvement de certaines antiques. Le comte de Choiseul-Gouffier arrêta les recherches que le gouvernement turc l'avait autorisé à faire dans le stade d'Olympie dès qu'il fut informé que ces fouilles pouvaient compromettre la vie ou du moins la tranquillité d'un aga du voisinage. Cet aga, nous indique la note en bas de page, dit à la personne qui lui présentait le firman de la porte, c'est-à-dire l'autorisation des Turcs, tu enlèveras des pierres dont tu sauras tirer de l'or, le sultan croira que tu m'as fait partager tes richesses et ma tête tombera. Donc ici, le récit d'un respect particulier du diplomate français à l'égard des craintes d'une personne locale qui redoute des représailles des Turcs si certaines œuvres quittaient Olympie et des représailles si un échange d'argent avait lieu. On est ici à la croisée d'intérêts financiers et d'intérêts esthétiques, si l'on veut, avec l'idée que le départ des œuvres pourrait mener à des représailles liées uniquement, d'après ce récit, à la valeur marchande de ces objets qui pourraient se transformer en or. Et Choiseul-Gouffier, ou en tout cas ceux qui écrivent la préface de sa vente, mettent en scène donc le respect du diplomate à l'égard des craintes de la population locale. Je poursuis la lecture. Le même esprit de modération le fit également renoncer à la possession si désirée des fameux marbres placés à la porte de l'église du village grec de Yeni-Sheher, anciennement Sigé, dès qu'il connut la répugnance que les habitants de ce lieu montraient à les laisser enlever. En vain leur fit-il offrir une somme considérable pour les rendre plus faciles à ses désirs, 2000 francs. La force d'un préjugé ridicule, qui attachait à ces mêmes marbres une vertu fébrifuge, surmonta le sentiment de la misère. Et ces vénérables débris, dont la valeur réelle était entièrement inconnue à ceux qui s'obstinaient si constamment à les garder, continuèrent à calmer leur imagination fortement dominée, jusqu'en 1802, qu'un voyageur moins compatissant pour les faiblesses humaines les fit embarquer de vive force, sans compenser même par aucun acte de générosité les regrets et les traitements barbares qu'éprouvèrent alors ces malheureux paysans. Alors bien sûr, ce type d'assertion est à prendre avec précaution, comme toujours, puisqu'il s'agit d'abord d'un récit construit et puis d'autre part d'un récit projeté sur des populations locales. Mais ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'ici, comme on l'avait vu la semaine dernière déjà, se heurtent deux épistémologies, deux ordres de savoir. Celui de l'archéologue qui aspire à acquérir des beautés qui sont pour lui objets de désir, avec d'ailleurs cette dimension érotique, et de l'autre côté, des populations, premièrement, qui n'ont pas de compréhension pour ce type d'attraction des Européens pour leurs antiquités, d'une part, et d'autre part, qui ont des croyances médicales, dans le cas présent, puisque ces pierres semblent, pour les habitants locaux, avoir des vertus médicinales. Là encore, l'argent joue un rôle important, et la somme énoncée, mise en relation avec le refus de la population locale, nous montre combien finalement, ces antiques n'ont pas de prix pour les populations, et on voit dans la phrase suivante le reproche adressé aux voyageurs d'après qui ont forcé finalement les croyances, qui ont forcé les populations à se séparer de ces pièces sans même les rémunérer. Malgré ces moments d'empathie mis en scène ici dans cette préface, qu'on peut peut-être aussi lire comme des échecs dans la stratégie d'acquisition de Choiseul-Gouffier, sa collection prit un volume assez considérable avec des pièces de taille moyenne, on l'a vu tout à l'heure sur la représentation de Jean-Baptiste Hilaire, de taille réduite
mais de grande importance pour le Louvre à cette époque-là, d'une part pour compenser les pertes subies après la restitution de 1815 et d'autre part parce qu'il s'agit de pièces venant vraiment et directement de Grèce. Donc malgré ces réticences ou ces échecs, une collection d'importance qui va venir, comme l'écrit l'institution elle-même, enrichir ses collections sous la Restauration. Autre moment sous la Restauration qui permet un enrichissement directement à la source des collections du Louvre, l'expédition dite de Morée, une expédition d'abord militaire, comme celle qu'on avait rencontrée la semaine dernière déjà, une expédition militaire menée à nouveau dans un esprit d'ingérence par la France pour défendre les populations grecques contre le colonisateur ottoman. Vous voyez ici un détail de l'un des nombreux tableaux consacrés à l'une des nombreuses scènes de cette expédition militaire de Morée, tableau dû à Jean-Charles Langlois et conservé aujourd'hui dans les collections du château de Versailles, la Morée étant le nom ottoman d'une province de l'Empire ottoman, donc, qui a existé jusqu'à la guerre d'indépendance grecque et qui correspond à la presqu'île du Péloponnèse. Cette expédition militaire a été suivie, accompagnée, flanquée d'une expédition scientifique, comme ça avait pu être le cas en Égypte notamment 2 décennies plus tôt, et d'une publication scientifique, l'expédition scientifique de Morée, en un grand nombre de volumes. Étant membre de cette expédition, quelques architectes ou proto-archéologues, le terme n'existe pas encore, qui vont quadriller en termes topographiques la région. Certains de ces scientifiques, à l'instar de Choiseul-Gouffier tout à l'heure, donnent dans leurs journaux de voyage, dans leurs relations de voyage, un sentiment sur la manière dont est pratiquée l'archéologie ou dont sont pratiquées les fouilles ou les extractions de pièces antiques. On voit bien que dès ces années 1830 et même plusieurs décennies auparavant avec Choiseul-Gouffier, la manière dont les Européens s'approprient certaines pièces, les transfèrent dans les collections européennes est vue de manière critique par certains, même s'ils les pratiquent eux-mêmes. Je vous lis un court extrait du journal de l'un des membres de cette mission qui a été publié récemment par Stéphane Johanni. Il s'agit de Jean-Baptiste Vietti qui écrit à propos des Anglais, les Anglais ayant précédé les Français en Grèce, la chose suivante. Le temple d'Égine serait demeuré entier sans l'avide et aveugle rapacité des prétendus amateurs, ou plutôt marchands anglais. À Égine, par toute la terre, cette race dévorante a exercé ses honteux ravages, fouillant, démolissant, brisant les rares et précieux restes de l'ancienne histoire de l'humanité qui, transposés en pièces dans la sombre Albion, sont déjà ternis et défigurés sous cette noire atmosphère. La sombre Albion, la noire atmosphère, il s'agit notamment du British Museum qui accueille un grand nombre d'antiquités grecques à cette époque-là, à commencer à la toute fin des années 1810, autour de 1820, par les frises du Parthénon, rapportées par Lord Elgin. Ici, la France, le français, le scientifique français se démarque des Britanniques et néanmoins, l'expédition de Morée va rapporter un important nombre de pièces, notamment des métopes du temple d'Olympie que vous voyez ici dans la base de données du Louvre et qui constituent, parmi d'autres, dans la première moitié du XIXe siècle, des moyens de combler ce que le Louvre considère jusqu'à aujourd'hui pratiquement comme les grandes pertes de 1815. Deuxième partie, Milo. Intervenue en 1829, l'expédition scientifique de Morée compte parmi les dernières à permettre au Louvre d'acquérir des pièces venues de Grèce. La Grèce devient indépendante en 1830 et dès 1834, un règlement empêchant l'exportation d'antiquités est installé par les autorités grecques qui complique, même s'il n'interdit pas, qui complique l'exportation de biens vers l'Europe. Un très bon exemple du fait que les pièces vont rester
en Grèce, c'est justement les fouilles d'Olympie, menées notamment par les Allemands dans la deuxième moitié du 19e siècle, et la création d'un musée sur place à Olympie pour accueillir les pièces originales trouvées sur place, tandis que, par exemple, les musées de Berlin et d'autres n'obtiennent que des plâtres et des moulages de ces antiquités. Nous avons évoqué déjà la semaine dernière, mais cette fois encore, les liens entre politique, histoire militaire, histoire de l'archéologie et le Louvre dans ce contexte. Et je voudrais, dans la deuxième partie, glisser de la géopolitique à une géopoétique en m'intéressant, avec le cas de la Vénus de Milo, aux paroles, aux textes produits par les acteurs de ces fouilles et les justifications, les images qu'ils produisent. Milos est une île grecque. Nous sommes en 1820, nous faisons un tout petit retour en arrière, nous sommes en 1820. Vous voyez sur cette photographie l'absence, disons, de la Vénus de Milo signalée sur place avec un panneau qui indique son site d'origine. Cette Vénus grecque de grand format, quasi complète si on accepte ses bras, est arrivée à Paris en 1821, l'année de la mort de Napoléon Ier, et elle a été une sensation à Paris puisqu'elle représentait la première sculpture venue vraiment de Grèce, de très grand format, et par ailleurs, il s'agissait d'une femme, d'une belle femme. On reviendra sur l'érotisation de cette statue. Vous voyez ici une médaille gravée à l'occasion de l'installation de la Vénus de Milo au Louvre. C'est très intéressant. Vous vous souvenez sans doute de la politique des médailles de Napoléon Ier que nous avions évoquée dans des cours des années précédentes. Je vous montre ici donc l'une des faces de cette médaille où il est dit en latin autour qu'il s'agit de pièces collectées en Égypte et en Grèce, et de l'autre côté, Louis XVIII identifié donc à cette Vénus placée en position centrale. Alors cette médaille rappelle évidemment celle que Dominique Vivant-Denon avait fait graver à l'occasion de l'arrivée à Paris de la Vénus Médicis en 1803. Souvenez-vous que Denon ou Napoléon avait tant désiré et qui, lorsqu'elle était arrivée à Paris, avait fait l'objet d'une véritable mise en scène, d'une part, et d'autre part, de cette médaille, avec d'un côté la Vénus et cette phrase « Aux arts, la victoire », et de l'autre côté, le profil de Napoléon Bonaparte. Alors, on voit bien avec cette politique de médaille, et c'est très bien pour nous parce qu'on arrive bien à saisir les enjeux politiques, que l'Antiquité, la Vénus, donc Médicis, prise à Florence d'une part sous Napoléon Ier, la Vénus de Milo, prise en Grèce d'autre part sous la Restauration, sous Louis XVIII, après le traumatisme de la Restitution de 1815, qu'ici donc des enjeux esthétiques, archéologiques et politiques sont très liés. Alors, tandis que sous Napoléon Bonaparte, les arts et la victoire, les arts et les armes étaient liés à l'acquisition, à l'appropriation de la Vénus, sous Louis XVIII, le terme d'armes ou de victoire est absent de la médaille, mais dès les origines, dès qu'elle a été trouvée en 1820, la Vénus de Milo a été qualifiée par certains de Vénus victrice. Comme vous le voyez sur cette publication, l'une des premières de 1821, une publication due à l'un des directeurs du musée du Louvre, du musée royal désormais, le comte de Clarac, qui appelle cette statue la Vénus victrice. Donc la victoire n'est pas celle de Louis XVIII, elle est déportée sur le nom de la Vénus, mais néanmoins, on est dans la même logique de lien entre l'affirmation nationale, l'affirmation royale, d'une part, et d'autre part, l'acquisition d'une pièce antique majeure. Alors, c'est amusant de constater que la politique des médailles s'est continuée et que tout récemment encore, en 1993, au moment du bicentenaire du musée du Louvre, la Vénus de Milo était au revers d'une médaille. Ici, il n'est plus question de victoire, il n'est plus question d'armes, il n'est même plus question de souverain. C'est pour ainsi dire le musée qui est le propriétaire ou le bienfaiteur de cette Vénus qui est pour ainsi dire neutralisée par l'institution publique.
Alors, je le disais tout à l'heure, lorsqu'elle arrive à Paris en 1821, cette Vénus de Milo fait sensation. C'est la première sculpture antique venant de Grèce présente au musée du Louvre et elle vient remplacer les œuvres perdues, entre guillemets, du point de vue français, en 1815 et restituées notamment au pape et à Rome. Une armée d'hommes, de scientifiques, de savants, de militaires, d'intellectuels vont produire des textes sur elle, soit qu'ils aient participé aux fouilles et qu'ils décrivent son invention, comme on dit, sa découverte et son transport, soit qu'ils la commentent en termes d'histoire de l'art à son arrivée à Paris. Ces textes sont extrêmement intéressants, ils forment un tissu textuel qui accompagne la statue dans son arrivée à Paris et qui continue d'agir, vous le verrez, me semble-t-il, dans la mémoire collective, même si on ne connaît pas en détail, ou même pas du tout, les uns et les autres de ces textes. On va simplement en regarder un de manière plus approfondie et s'appuyer pour ce faire sur le magnifique travail d'une collègue du King's College de Londres, Gonda van Steen, qui a travaillé sur la manière orientalisante dont notamment l'un des acteurs liés au transfert de la statue à Paris, a pu parler sur elle. Gonda van Steen a tenu il y a 2 ans au Collège de France une conférence sur ce sujet à laquelle je vous renvoie pour de plus amples informations. On va se limiter à un survol, évidemment, trop rapide. Voici la couverture du livre dont est tiré ce chapitre et vous voyez que la thèse de Gonda van Steen est de repérer des représentations orientalistes, un outillage, comme elle le dit, toolkit, un outillage orientaliste qui finalement cache un certain nombre de hiérarchies économiques et de conflits d'intérêts dans les textes qui décrivent la découverte et le transfert de la Vénus à Paris. On avait évoqué tout à l'heure le pittoresque avec lequel en tableau Jean-Baptiste Hilaire avait dépeint sur une vue d'Istanbul, de Constantinople, le départ des antiquités de Choiseul-Gouffier. Ici, on va retrouver ce genre de pittoresque ou une rhétorique romantique particulière dans les textes. Alors, simplement, pour l'avoir dit, la Vénus de Milo, lorsqu'elle est arrivée à Paris, est un objet conflictuel et elle est restée très longtemps conflictuelle. Vous voyez ici à droite l'un des auteurs, Melchior de Vaugué, qui, bien longtemps après, rappelle dans un contexte savant qu'il s'agit d'un objet contesté, d'un objet conflictuel. En 1874, il parle d'une polémique nouvelle qui s'est engagée autour de la statue, une polémique qui est une polémique entre archéologues, c'est la question des bras qui revient toujours sur le tapis, mais il retourne dans les archives pour tenter de trouver des réponses à ces questions et ne trouve, nous dit-il, dans les archives de l'ambassade de France à Constantinople, surtout des traces de contestation nées de la découverte et des réclamations qui ont suivi le transfert de la statue. Donc, cette venue en 1820 de la Vénus de Milo ne s'est pas faite en douceur. Si on regarde les sources initiales, celles des années 1820, l'une des plus importantes, elles sont très nombreuses, l'une des plus importantes est celle due à Marcellus, qui fut le jeune homme, le jeune aristocrate, le jeune royaliste, qui, le premier, a découvert ou a tenté de s'approprier la Vénus sur l'île de Milos. Il a produit plusieurs textes, quelques années plus tard, notamment des souvenirs de l'Orient, publiés en 1840, qui sont donc une reconstruction rétrospective dans laquelle il décrit sa découverte de la statue en des termes qui semblent pratiquement déjà usés par plusieurs, sans doute, décennies de récits toujours répétés des mêmes scènes. Mais dans la répétition même, on trouve une géopoétique, donc un discours qui cache des enjeux politiques ou qui les révèle d'ailleurs si on peut les éclairer. Le texte qu'il consacre, ou le chapitre qu'il consacre précisément à la Vénus de Milo fait une trentaine de pages. Je vous en recommande la lecture parce que chaque phrase en vaut la peine. Ici, on va simplement survoler ce texte, mais je vous montre certains des aspects qui ont été bien analysés, bien soulignés par Gonda van Steen. Je voudrais juste simplement faire le lien entre son analyse à elle et le texte original. Au tout début du texte,
J'arrive avec joie à cette partie de mon voyage qui a laissé dans ma mémoire, non pas les traces de quelques satisfactions personnelles et imaginaires, mais le souvenir d'une jouissance réelle, durable, que j'ai eu le bonheur de faire partager à mon pays. Deux éléments ici, stylistiques, deux éléments de contenu. D'abord, la jouissance durable, et le terme de jouissance est ici très fort et se reproduit beaucoup dans ce texte, lié au fait qu'il a pu s'approprier la statue, jouissance d'une part, et d'autre part, patriotisme, plaisir, euh, fierté d'avoir servi son pays et également son roi Louis XVIII. Deuxième tout petit extrait, je crois avoir quelques droits à la reconnaissance de mes compatriotes. Ils me pardonneront si je m'appesantis sur les circonstances qui ont accompagné ma conquête. Son origine expliquera mes sentiments et ma faiblesse paternelle pour mon idole. Ici encore deux éléments intéressants. D'abord le terme de conquête qui est à mi-chemin entre le vocabulaire amoureux, érotique et le vocabulaire militaire. Le fait d'avoir découvert et d'avoir réussi à prendre la Vénus et présenter donc dans ce registre mixte en quelque sorte, et d'autre part qui fonctionne plutôt avec le registre amoureux ou celui de l'affection ou de l'affectif, ce que l'auteur appelle sa faiblesse paternelle pour son idole, qu'il appelle ailleurs sa pupille, donc une liaison érotisée entre un père et sa fille, un homme et une femme. Après avoir repéré cette statue, Marcellus tente de l'acheter, mais s'aperçoit qu'elle a été promise au chef de l'arsenal local, un Turc, grand collectionneur par ailleurs. Il écrit « La Vénus était vendue et allait quitter l'île. J'eus même, en descendant à terre, la douleur de voir embarquer sur un brick grec couvert du pavillon turc tous ces marbres, objets de mes plus vifs désirs. » Là encore, on est dans le registre du désir, de l'érotique d'un côté, et de l'autre côté de la douleur de voir partir cette pièce chez les mauvais, chez les Turcs, le terme de turc charriant lui-même tout un imaginaire de la femme peut-être maltraitée. Continuons la lecture. Irrité des obstacles que je voyais se multiplier, poussé par je ne sais quel instinct, ou plutôt, le dirais-je, par ces ardents désirs d'un jeune cœur avide, je résolus de m'emparer de la statue à tout prix. Ici, on passe un cap. S'emparer de la statue, c'est de l'ordre du rapt. Il s'agit maintenant de la prendre par la force. On est passé, on est ici dans une explicitation de la conquête, une conquête qui va être une conquête de rapt, d'enlèvement. Et finalement, l'auteur parvient à se l'approprier après des négociations qu'il qualifie lui-même de très fines, très raisonnables, très rationnelles. Et dans l'une des dernières scènes, il rapporte combien il a été heureux du retour de la statue avec ces mots. Les pièces antiques furent cousues dans des sacs de toile. Là, chaque fois que j'allais rendre hommage à ma Vénus et qu'on entr'ouvrait en ma faveur les voiles grossiers qui la cachaient à tous les yeux, je sentais mon admiration s'accroître, je prenais quelquefois mon instinct pour un pressentiment de sa célébrité future et je me félicitais d'avoir ajouté aux richesses et aux plaisirs de mes compatriotes. Le passage se passe de commentaires, la Vénus voilée, cousue, les sacs qu'on ouvre, le plaisir, la jouissance que son inventeur, son découvreur, son père, son amant peut-être prend à la voir. On est dans un registre absolument amoureux. Mon voyage finit-il eût donc été stérile et sans aucun résultat apparent si je n'avais eu la fortune d'en rapporter l'ornement du Louvre, la plus belle statue antique qui soit en France, la Vénus de Milo. Stérilité et fécondité, beauté, patriotisme, supériorité de la statue qui est en concurrence avec d'autres, il la qualifie lui-même aussi de Vénus victorieuse qui bat toutes les autres par sa beauté. On est absolument dans la construction d'un conte de fées, d'un conte oriental comme le dit Gonda von Steen, qui met le jeune Européen rationnel, doux et patriote en opposition avec les personnes locales avec lesquelles il est en contact. Et ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est de voir comment
aujourd'hui encore, même si on ne connaît pas ces textes, l'enlèvement, la capture, la prise, le rapt de la Vénus ou son sauvetage sont encore thématisés par certains visiteurs et certaines visiteuses de musées. Souvenez-vous, je vous montrais lors de notre cours sur les visiteurs et les visiteuses cette photographie prise à l'occasion d'une intervention de Femen en 2012 au musée du Louvre, et elles se sont placées précisément au pied de la Vénus de Milo dans cette salle en thématisant la question des violences faites aux femmes, la question du viol, et précisément devant une pièce qui elle-même, dès sa découverte, a été poétisée, textualisée dans une métaphorique de l'enlèvement amoureux par l'homme, la femme étant une statue passive. J'en arrive à la troisième et dernière partie que j'ai tout simplement intitulée Samothrace, mais qui, pour bien faire, devrait s'appeler Samothrace et la guerre froide. Vous allez voir pourquoi, et je fais ici un lien avec notre objet du jour de tout à l'heure. Si vous souhaitez vous informer en détail sur l'histoire de la découverte, des restaurations successives de la victoire de Samothrace à Paris, je vous renvoie à un texte paru en 2001 dans le Journal des Savants, un texte de Marianne Amiot, un grand article qui cite un grand nombre de sources inédites, très intéressant. Je passe rapidement sur cet article. Ici, d'abord, à nouveau, clarifier dès le début le contexte militaire ou post-militaire dans lequel va se faire cette découverte. On lit dès le début de l'article qu'on se situe chronologiquement au lendemain de la guerre de Crimée, donc au milieu des années, à la fin des années 50, qu'à la suite de la guerre de Crimée, apprend-on ici, Napoléon III va placer des consuls et des vice-consuls dans toute la région, et que l'un de ces consuls dénommé Champoiseau va trouver cette victoire en 1863. Alors, le texte explique bien qu'il s'agit d'un acte patriotique. On voit souvent dans les sources revenir l'expression du profit de la France ou de l'intérêt qu'il y a pour la France à acquérir cette statue, à la faire venir au Louvre d'une part, et dans le cadre de campagnes ultérieures, de retrouver son socle en entier. On apprend également dans ce texte que des années plus tard, l'Empire ottoman s'est doté d'un système de protection de ces antiquités et qu'on va en 1891, donc 30 ans après, interdire, ou qu'il sera difficile à Champoiseau de continuer ses fouilles parce que l'Empire ottoman les interdit désormais. Je vous lis ici simplement les raisons, la justification de l'interdiction des fouilles faites à Champoiseau en 1891. Il s'agit d'une lettre venant de Constantinople. Comme M. Champoiseau a transporté en Europe toutes les antiquités qu'il avait découvertes précédemment dans l'île de Samothrace, sans laisser aux autorités ottomanes la part revenant au musée impérial, et comme il s'est mis par cela même en tort vis-à-vis du gouvernement, le ministre de l'Instruction publique, Muni Pacha, ne saurait désormais lui permettre d'entreprendre de nouvelles fouilles archéologiques dans l'Empire. Ce que je trouve intéressant dans cette phrase, et c'est pour ça que j'ai tenu à la lire, c'est que alors que du côté de Champoiseau, dans sa correspondance, il est toujours question de la France pour laquelle s'effectue la fouille, du point de vue de ceux qui sont dépossédés, du point de vue de Constantinople, du point de vue de l'Empire ottoman, c'est l'Europe qui est citée. Monsieur Champoiseau a emporté ces pièces en Europe. Ça m'intéresse particulièrement parce que on va voir au fil des siècles, et notamment après la Deuxième Guerre mondiale, que la victoire de Samothrace, qui, pour commencer, est un trophée français, si l'on veut, quand elle arrive au Louvre en 1863 et qu'elle va être présentée en haut de l'escalier, comme vous le savez, comme un trophée, que cette statue va changer de sens, va se trouver dénationalisée après la Seconde Guerre mondiale. Je vous disais tout au début de ce cours que son moulage à l'Université technique de Berlin est flanqué d'une plaque qui explique qu'elle représente le génie de l'Europe. Il s'agit d'un cadeau de réconciliation de la France à l'Allemagne au milieu des années 50, au moment où Berlin-Ouest est en train de devenir la vitrine de la démocratie par rapport à Berlin-Est. C'est ce que je trouve particulièrement
frappant et intéressant, c'est que quelques années plus tard, en 1963, c'est-à-dire 100 ans après la découverte de la victoire de Samothrace et 2 ans après la construction du mur de Berlin, qui manifeste l'éloignement des blocs occidentaux et soviétiques en Europe, va être installé à quelques centaines de pas de la cour que je vous montrais tout à l'heure, où est installé le moulage de la victoire de Samothrace. Va être inaugurée donc une grande statue de bronze que les Berlinois appellent la Flamme, dont vous voyez ici l'inauguration, donc en 1963, nous sommes à Berlin-Ouest, Flamme, entre guillemets, du sculpteur Bernhard Heiliger, qui évidemment n'est pas seulement une flamme, mais une référence directe à la victoire de Samothrace, une référence assez explicite. Au sol est noté « Friede kann nur in Freiheit bestehen », Ernst Reuter, « La paix ne peut exister que dans la liberté », citation de Ernst Reuter, le premier maire de Berlin. Et ici, la flamme, qui est à la fois une flamme de mémoire, mais qui est aussi une victoire ailée ou un signe de liberté, que l'on peut mettre en miroir avec la victoire de Samothrace, qui est donc devenue un symbole européen pendant la guerre froide. Alors là, on a fait un grand bond géopolitique, on a absolument quitté les conflits entre l'Empire ottoman et l'Europe pour se retrouver dans un autre type de réconciliation européenne dans un contexte tendu. Je m'arrête là-dessus de manière un peu abrupte. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.